Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Ah oui, elle l'a photographié, lui, entre autres, hein, parce qu'elle a photographié beaucoup de monde, pas simplement dans la mode, mais aussi pas mal d'artistes. Elle s'appelle Dominique Isserman. Alors, elle a eu une bonne idée. Elle a exposé ses photos dans un lieu, je dirais, où c'est inhabituel pour faire une expo. Et oui, à l'aéroport Paris-Roissy-Charles de Gaulle. Mais alors, elle ne voulait pas finalement que ces clichés soient affichés sur les murs. Et elle a demandé à Decaux de lui prêter les 470 écrans publicitaires. Et toutes les 3 minutes, sur ces écrans publicitaires, vous allez avoir les photos de Dominique Isserman qui vont se dérouler. C'est un moyen de capter finalement. Regardez comme il est beau, Gérard Depardieu. Oh, gros DG. Elle dit on a grandi ensemble. Et donc vous avez quand même, William, 180 000 personnes qui passent dans cet aéroport et qui vont être, j'espère, subjuguées par les photos de Dominique. Catherine Deneuve, Isabelle Adjani. Alors, ce sont des photos récentes ou... Elle a choisi 80 photos des années... elle a commencé vraiment dans la mode 75 à nos jours. Là, elle était toute jeune, Isabelle, avec son fils. Et nous l'avons rencontrée, William, dans son studio à Paris. Et puis, nous avons passé la douane avec elle à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. On l'écoute et regardez, prenez votre envol. J'expose dans un endroit qui n'est pas un endroit d'exposition, qui sont tous les terminaux de Charles de Gaulle. C'est une aventure photographique. Pour moi, c'est une joie parce que ça me convient parfaitement comme lieu d'exposition. Je suis très émue toujours dans les aéroports par le paysage, par l'architecture, surtout à Roissy. Tout à coup, je sais pas, je regardais les écrans de Co et j'ai dit mais ça serait formidable si on pouvait exposer, mettre les photos entre les films de publicité. J'ai enclenché l'opération qui consistait à transformer chaque photo en petits films qui sont animés. Les photofilms vont passer toutes les 3 minutes entre les films de publicité, ce qui est un peu le monde à l'envers. Il y a un mélange dans le choix, il y a des photos de publicité, il y a des photos de vacances personnelles, il y a des photos d'éditorial, de magazines. J'en ai choisi 80, tout en noir et blanc. Gisèle, ça c'était un moment de repos entre 2 photos. Ça j'adore, l'architecture à New York, c'est magnifique. Le Brooklyn Bridge avec l'Empire State au fond. Depardieu jeune, très beau. Comment parler de Depardieu, c'est quelqu'un de prodigieux. Ça a été parmi les premières personnes que j'ai photographiées avec Isabelle Adjani. Je dis toujours, on a grandi ensemble. Marguerite Duras, une grande passion pour Marguerite Duras. J'aime tous ses livres, c'est une femme extraordinaire que j'ai eu beaucoup de chance de rencontrer. Je ne pense pas à montrer quelque chose, je pense à partager peut-être, plutôt qu'à montrer. On croit toujours qu'on voit la personnalité de quelqu'un à travers une photo, l'âme, etc. Et là, je ne pense pas ça du tout, quoi. Laetitia Casta, j'ai fait un livre entier avec elle. Elle a envie d'être là, elle a envie d'être devant la caméra. C'est ça qui fait que quelqu'un est bien sur une photo. Ça, c'est un autoportrait de moi. En ombre sur les rochers. Vanessa Paradis, devant une porte cassée du bar d'à côté. C'est l'occasion qui fait le larron. Saint-Laurent, quel homme extraordinaire. Cette photo vous plaît? C'est un moment d'une grande tension, toujours, de faire des photos. Inclure aussi dans cette concentration les désirs des clients, les anxiétés du modèle, et puis tout relâcher après avoir tout repris en main, et retrouver sa liberté pendant quelques secondes. Et là, un oiseau mystérieux qui descend, non pas comme on le croit, de l'appareil photo, mais d'ailleurs,
et qui s'appelle la beauté. C'est comme une colombe qui descend sur la prise de vue. Au fond, ce qui était drôle dans ce reportage, c'est qu'on la voit en train de faire des photos de ses photos. Ben oui, vous voyez. Elle aime bien, lieu. mais elle a toujours son mobile dans sa poche, oui. et du coup, elle fait des petits films, elle fait des petits clips parce qu'elle fait aussi des films. Hein. Elle a fait pas mal de films pour Leonard Cohen, entre autres. Ouais. Donc, c'est jusqu'au 9 décembre. C'est prolongé, ça devait être C'est jusqu'au très 23 amusant. novembre, 9 décembre. Donc, voilà. Profitez-en, allez chercher quelqu'un à Roissy parce que même si vous ne passez pas la douane, vous avez quand même les panneaux publicitaires qui sont là et non, on puis peut les elle a admirer. publié de très nombreux albums qui sont parfaitement intéressants, notamment en noir et blanc. Merci beaucoup. À tout... I feel good. I knew that I wouldn't. I feel good. I knew that I wouldn't. So good, so good. Alors, I got you. si l'on veut continuer, Brigitte, dans cette métaphore, il les prépare avant l'intervention et puis après, il les coach, si j'ose dire, après l'intervention. C'est ça l'idée, le concept? C'est exactement l'idée, parce que l'objectif aujourd'hui, c'est de passer le moins de temps possible à l'hôpital après une intervention. Hein. Et C'est de pourquoi ? Parce que ça raccourcir coûte cher cette durée de séjour, parce que, alors c'est vrai que c'est un coût économique, mais on ne le fait pas pour ça au premier abord. D'abord, il faut éviter ces fameuses infections nosocomiales, c'est-à-dire les infections qui sont liées aux soins. Et puis, vous savez aussi que les patients ont envie de rentrer chez eux le plus vite possible. On fait déjà beaucoup de chirurgie ambulatoire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans 4 cas sur 10, le patient qui est opéré rentre le matin à l'hôpital ou en clinique et il en ressort l'après-midi. Alors bien sûr, on ne fait pas prendre de risque aux patients, c'est-à-dire qu'on va faire ça plutôt pour des chirurgies courantes, la chirurgie de la vue, par exemple la cataracte, la chirurgie des varices, certains actes chirurgicaux en gynécologie, etc. Mais aujourd'hui, l'idée, c'est de faire aussi passer le moins de temps possible à l'hôpital, une nuit maximum, à des patients qui vont être opérés avec des interventions plus lourdes, par exemple la pose d'une prothèse de hanche, de genou, une intervention sur le côlon, sur l'estomac, par exemple, pour les patients obèses, etc. Alors, les médecins parlent de la réhabilitation améliorée, c'est-à-dire qu'avant, il y a cette préparation, comme une sorte de préparation même physique, alimentaire. Et après, effectivement, on fait de tout pour que le patient cicatrise mieux, marche plus vite, se lève plus vite et soit autonome plus vite. Un petit exemple, à l'hôpital Saint-Joseph à Paris. La première phase du programme de réhabilitation consiste en fait à préparer le patient à l'intervention. Comme un sportif qu'on va préparer à une épreuve et on va faire tout en sorte pour qu'il se présente le jour de l'intervention dans les meilleures conditions possibles. Par exemple, pour la chirurgie de la hanche, on va faire un renforcement des muscles du patient au niveau de ses jambes pour qu'il puisse se lever et marcher plus rapidement en post-opératoire. J'ai choisi ce protocole de réhabilitation précoce parce qu'il m'a été bien expliqué par le chirurgien. Ensuite, l'hospitalisation est très courte puisque je peux rentrer chez moi dès le lendemain de l'opération. Toute la période de la chirurgie est totalement intégrée dans ces programmes de réhabilitation. Et donc, par exemple, pour l'anesthésie, on a totalement changé nos pratiques vis-à-vis du jeûne préopératoire, c'est-à-dire les patients qui ne devaient pas s'alimenter et boire à partir de la veille au soir de l'intervention. Et bien maintenant, on leur donne une boisson sucrée jusqu'à 2 heures avant l'intervention pour tout type de chirurgie, parce qu'on sait que comme ça, eh bien, ils vont se récupérer un peu plus vite. On va réduire les besoins en produits morphiniques, en opiacés, ce qui, comme ça, permet de réveiller les gens plus vite, tout en les soulageant de manière aussi efficace. Et les chirurgiens, de leur côté, vont choisir des techniques mini-invasives qui sont reconnues et qui permettent de réduire l'importance du choc opératoire lié à la chirurgie. Bonjour docteur. Ça va? Très bien. Bon, l'intervention s'est passée tout à fait bien. Hein. Il n'y a pas eu de saignement particulier, rien de particulier. Vous avez passé une bonne nuit? Ça a été. Bon. Après l'intervention, dès que le patient retourne dans sa chambre, on va lui proposer à boire et à manger quelque chose. Et puis on va l'inciter à se lever. Après une chirurgie orthopédique, un kinésithérapeute va venir et va l'aider à marcher quelques dizaines de mètres sans douleur excessive. Et le patient pourra se rendre compte qu'il peut marcher alors que sa hanche ou son genou viennent juste d'être opérés dans les heures qui précèdent. Il est très important pour la réussite de ces programmes que les patients mangent et se lèvent le plus vite possible après l'opération. Toutes les études vont dans le même sens. L'application des programmes de réhabilitation
permettent de réduire la durée de séjour, ça c'est une évidence, mais également permettent de réduire le taux de complications qui surviennent après la chirurgie. Et cela permet en effet de faire des économies en parallèle, parce qu'en fait, on va réduire la durée de séjour et on va avoir moins besoin d'envoyer les gens en maison de convalescence. Mais le point principal n'est pas là. Le point principal, c'est qu'on va améliorer la qualité des soins et c'est ça qui permet de faire des économies. Bénéfice pour tout le monde, pour le patient, pour l'hôpital et pour la Sécu. Exactement. Hein, l'organisation Bon. des soins, effectivement, va être meilleure. On peut même opérer plus de patients s'ils sortent plus vite. Ah ouais. Des économies, évidemment, en termes de santé publique. Et aussi un indice de satisfaction très élevé de la part des patients. C'est-à-dire qu'ils sont contents de rentrer plus vite. Hein. Ils ne demandent Bien pas sûr. à rester plus longtemps à l'hôpital. ça, Donc c'est ça. c'est vrai que c'est gagnant-gagnant, en quelque sorte. Mais bien sûr, on ne fait pas prendre de risques aux patients. On n'augmente pas Non, le taux de complications. Hein. C'est-à-dire qu'on le fait quand on est vraiment sûr que tout se passera bien à la sortie de l'hôpital. On ne se débarrasse pas du patient. C'est ce que je voulais vous dire, exactement. On ne le jette pas dehors. C'est fini, allez, on rentre chez soi. Merci beaucoup. Allez, I reach to touch the walls around me. The shadows of the night surround me. Alone, I face my destiny. alors le SUV dont on parle maintenant avec Anne-Christine Laurent, il faut savoir que c'est très à la mode chez quasiment tous les constructeurs au monde, américains, japonais et autres. Hein. C'est très à la mode, c'est d'autant plus à la mode. Par exemple, si on prend uniquement l'Europe, une voiture sur 4 est un SUV. Pour l'instant, ça peut être plus que ça dans les 10 ans qui viennent. Ça augmente considérablement. Il y a de nouveaux arrivants, il y a des constructeurs qui renouvellent leur modèle. Alors par exemple, Peugeot a renouvelé son 3008. Alors avant, c'était plutôt un monospace un peu déguisé en 4x4. Et là, il s'agit d'un vrai SUV avec ce qu'on va dire les codes du SUV. Donc le style, évidemment, la place à l'intérieur et puis une garde au sol rehaussée. Ça devient compliqué, hein. Entre un monospace, on voit à peu près ce que c'est. On pense à Renault, les premiers. Un 4x4, alors on pense le truc qui roule vite sur la... Hein. Et là, c'est entre les deux. Et là... Ah, d'accord. C'est entre les deux. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait de la place pour la famille. Il faut quand même que ça ressemble à une voiture du moment. Et c'est vrai mais que est-ce que c'est joli quand même? Est-ce que ça fait un peu frimeur? Ah, ça fait complètement frimeur. Ça fait complètement frimeur. Oui. C'était quand même le but. C'est plus frimeur qu'un monospace. Bon. Donc nous avons essayé cette nouvelle 3008 en Italie, du côté de Bologne. Il y a beaucoup de SUV sur le marché et donc il fallait respecter ces codes bien précis en termes de garde au sol, de posture, de silhouette, qu'on puisse immédiatement identifier la nouvelle 3008 comme un SUV. La nouvelle 3008 ne propose pas effectivement de 4 roues motrices, elle propose par contre une motricité renforcée avec ce qu'on appelle un grip control, donc un anti-patinage optimisé, avec en plus une aide active à la descente. Donc on a vraiment des capacités off-road, tout terrain, tout chemin sur ce véhicule. Le cahier des charges de cette voiture, il peut être résumé en 3 parties. La première, c'était vraiment d'avoir un style fort. Le style, c'est quelque chose d'important chez Peugeot. La deuxième chose, c'était d'avoir et de garantir une tenue de route exemplaire. Et le troisième élément, donc, c'est de pouvoir doter le véhicule de toutes les technologies au meilleur niveau, et notamment les systèmes d'aide à la conduite. Nous avons ce que nous appelons le high cockpit. Le high cockpit, c'est un petit volant et un combiné surélevé, c'est-à-dire qu'on ne lit plus les informations à travers la jambe du volant, mais au-dessus. C'est une vision tête haute en elle-même. La personnalisation, ça aussi, c'est quelque chose qui est très à la mode. Personnalisation à l'extérieur, personnalisation à l'intérieur. Les gens revendiquent finalement que la voiture leur ressemble. Et pour nous, c'était important de pouvoir donner à nos clients cette opportunité de créer leur propre ambiance. Et donc, nous avons créé ce qu'on appelle un pack pour finalement amplifier les sens et pouvoir jouer avec tous les sens, que ce soit la coloration du moteur, que ce soit des programmes de massage, que ce soit un parfum d'ambiance.
Nous avons travaillé l'ambiance olfactive à l'intérieur en proposant 3 parfums créés par un vrai parfumeur de renommée internationale, un parfumeur qui travaille à Grasse pour des grandes maisons. Et nous avons travaillé avec un fournisseur français également sur un système spécifique et exclusif qui est d'ailleurs proposé dans les palaces. La hi-fi a été particulièrement travaillée avec un fournisseur premium français et pour la première fois en tout cas ce fournisseur travaille avec un constructeur pour proposer vraiment une signature sonore exceptionnelle. En option, vous pourrez disposer d'une trottinette électrique. Alors c'est un concert pour la famille, quoi. C'est Exactement. Exactement. C'est des chansons pour les enfants derrière, que des chansons de Mickey. Mais alors bien, hein. C'est un son très haut de gamme. Alors cette voiture a quand même un atout considérable, je trouve. Elle est assez made in France, fabriquée à Sochaux. Tout ce qui est hi-fi, c'est un constructeur, enfin une société française. Les parfums, aussi une société française. Donc ça, c'est bien. Elle conserve tout ce qui est agrément de conduite, puisque une Peugeot, en général, c'est une voiture agréable à conduire. Alors, Peugeot a souhaité monter en gamme, c'est le cas, et les tarifs aussi. Ah, ça se paye, d'accord. C'est-à-dire qu'en fait, toutes les voitures, à part le Tiguan, parce qu'ils sont à peu près dans les mêmes prix, 3008 et Tiguan. Tiguan, c'est Volkswagen. Tiguan, c'est Volkswagen, qui d'ailleurs avait la réputation avec le Tiguan d'avoir aussi des tarifs assez élevé. Quand on regarde le Kadjar, qui est donc la voiture française, la Renault, Seat ATK, un nouvel arrivant, toutes ces voitures sont moins chères. Donc, ça se paye. Voilà. Et ça veut dire quoi pour ceux qui n'ont jamais acheté un SUV? Comment ça coûte? Il ne sait pas. Par exemple, Alan Nabanan, il ne sait pas. Alors. Mais Alan n'a pas le permis de conduire, donc... Non, mais je vais lui parler. Je lui donne le prix de la voiture et je lui parlerai de la trottinette, ça lui parle plus. Alors, la voiture, c'est premier prix 26 000 €. C'est quand même pas donné. Et puis, pour Alan, le prix de la trottinette 4 ans de salaire. Au moins. Bon. Et pour Alan, le prix de la trottinette, 1 200 €. Là aussi, c'est cher. Oui, mais là, bon... c'est ton cadeau de départ, Alan. Il va falloir qu'il fasse du sport, là. Bon, merci beaucoup. Et si on parlait des élections américaines, tiens, bonne idée, non? Je vais partir sur totalement autre chose. Ok, on va faire ça. On va faire ça, allez. Je vous avais annoncé, effectivement, William, une semaine très américaine. Je crois que nous y sommes. Aujourd'hui, l'Amérique élit son président ou sa présidente. Et ça se voit. Pléthore de une consacrée à cet événement planétaire qui semble plus nous intéresser, nous, que les Américains eux-mêmes. Parce que dans ce pays de 320 millions d'habitants, seuls 140 millions sont inscrits sur les listes électorales. Grosso modo, au fil des élections, on s'aperçoit qu'un Américain sur 2 seulement se déplace pour voter. Alors toute cette couleur à la une me donne envie de rendre hommage aux photographes. Après tout ou presque a été dit sur cette élection. Place maintenant au vote avant qu'une nouvelle logorée verbale, celle de l'analyse, de l'après, des enseignements, du « je vous l'avais bien dit », prenne le relais. Mais ça, c'est pour demain. En attendant, donc, photo. Et on commence par celle du Monde. Elle est signée Andrew Harkin. Hillary Clinton vient d'apprendre que le FBI refermait l'enquête qu'il a visée. Toute l'énergie, toute la confiance, toute la virilité presque d'une femme résumée en une photo. Dans le Figaro, on apprend d'ailleurs que la candidate démocrate compte des ancêtres dans une quinzaine de nos départements, à nous en France, et une branche la ferait même cousine à la 23e génération avec, devinez qui? Non. Président. Ah bon? François Hollande. Ah bon, 23e génération. Il y a eu des Rodam, donc en France. Parce qu'elle s'appelle Rodam, son nom de jeune fille. Ah oui. C'est fou, hein? Ouais. Autre photo dans l'Humanité, elle est signée Damon Winter. La photo met en scène les 2 prétendants. Il a beaucoup été question de la violence du duel Clinton-Trump. Alors selon l'Humanité, elle témoigne des fractures de la société américaine. Ici, on voit une militante démocrate qui customise l'affiche électorale en rajoutant des yeux bleus comme ceux d'Hillary à Donald Trump. D'ailleurs, au centre de la pupille, si vous avez de bons yeux, il y a un H sur l'autocollant, H comme Hillary, évidemment. Les plus belles photos, vous les trouverez ce matin dans ce hors-série de Libération intitulé Obama Blues. La photo est signée Vincent Gendely. Le blues de l'après, le blues
de celui qui s'apprête à quitter une Maison-Blanche qu'il a occupée pendant 8 ans, le blues d'un président qui a suscité plus d'espoir en se faisant élire qu'il ne laissera de traces dans l'histoire de son pays. Car elle était forte, la ferveur qu'il a portée au pouvoir. Regardez cette photo, elle date de 2008, elle est signée Jae Hong. Elle a été prise à Berlin en 2008, donc aux prémices du mandat d'Obama. 8 ans plus tard, l'Amérique reste déchirée, inégale, violente, comme vous le lirez sous la plume de Laurent Geoffrin ce matin. Le slogan « Yes, we can » de 2008, sur beaucoup de sujets, s'est changé en « Sorry, we could not ». Désolé, on n'a pas trop pu. Alors au fond, Obama, parce que chez nous, on aime les symboles, bénéficie d'une meilleure image ici, en France, voire en Europe, qu'aux États-Unis. Peut-être parce qu'on aime sa décontraction, son côté cool. Obama, c'est une sorte de Yannick Noah en costard. Regardez-le travailler son swing avec un fer virtuel juste avant une réunion à Los Angeles. C'était en 2009. Photo signée Pete Souza. Retenez ce nom, vous allez comprendre. On aime également son humour, son sens de l'autodérision. Ça n'est pas si courant à ce niveau de la compétition politique de croiser des personnages qui ne se la jouent pas trop, comme en témoigne pour l'éternité cette photo d'un Obama avec une frange. C'est un clin d'œil à la nouvelle coupe de cheveux de sa femme, photo prise en 2013 à la Maison-Blanche par l'agence imaginez ça en Reuters. France ? Ah non, mais justement, c'est ce que je disais. À ce niveau de la compétition, il est rare qu'on rencontre... Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Là, ça ferait une semaine, on en parlerait matin et soir. Remarque, ça fait... voilà, pas mal, ça en fait un plus. peu. Hein. Alors, il est ridicule, il le sait, nous savons qu'il le sait, mais on aime ça. Et lui aussi, ce gars-là, c'est sûr, il sait communiquer. Obama, c'est aussi un bilan économique positif, mais incomplet, moins de chômeurs, plus de dette publique, plus de protection pour les malades, plus de droits pour les minorités, mais des échecs en politique étrangère. Obama, c'est tout ça, donc un bilan, j'allais dire, en clair-obscur, un petit peu comme cette photo du Figaro. Photo signée Pete Souza, et je m'aperçois que les plus belles photos sont souvent signées par Pete Souza, et à côté, il y a écrit The White House. C'était un peu le photographe officiel. Ah, c'était le de photographe la officiel. Maison-Blanche. Ah, C'est pour d'accord, ça. tout s'explique. Ben, c'est peut-être pour ça, c'est parce qu'il a du talent qu'il était le photographe officiel aussi. Etc. Bien sûr. Merci beaucoup, Patrice. À tout à l'heure. Place à la... Et d'abord, les 4 vérités. Caroline Roux reçoit ce matin Juliette Méadel, la secrétaire d'État chargée de l'aide aux victimes. Oui, elle se prépare à la commémoration du premier anniversaire du 13 novembre, un an après. La France vit avec les attentats tant bien que mal. Et l'État met les moyens pour accompagner les victimes et les familles de victimes. Bonjour Juliette Méadel. Bonjour. Alors à quoi doit servir cette journée de commémoration, le 13 novembre, un an après ? D'abord, c'est une journée pour les victimes, pour elles. Elles veulent évoquer évidemment la mémoire de ce qu'elles ont perdu. Elles veulent aussi que la France se souvienne. Et parce qu'on leur doit tous de la reconnaissance. On leur doit notre solidarité. Ce qu'elles vivent aujourd'hui est terrible, parce qu'elles vont, à travers les récits, revivre ces tristes heures. Mais en même temps, pour certaines, c'est aussi un moment où il faut qu'on prépare l'avenir. Et beaucoup sont attachés à l'idée de se reconstruire. Quel sens vous voulez donner à cette journée ? L'idée que la France ne les oubliera jamais. Les victimes ne seront plus jamais seules. Nous souhaitons évidemment qu'il n'y ait plus d'attentats, c'est un truisme, excusez-moi de le dire, mais quand même, on C'est bien travaille. de le dire, hein, vous savez. Oui, parce que je crois que c'est aussi le sens des politiques qui sont menées, c'est-à-dire qu'on fait tout pour éviter qu'il y ait d'autres attentats, et le terrorisme n'est pas une fatalité. Ça veut dire que vous avez préparé l'organisation de cette journée avec les associations de victimes ? Oui, moi, depuis que le secrétariat d'État a été créé en février, c'est ce que je fais. C'est-à-dire que c'est vraiment une politique qui est mise en place pour les victimes. Donc, elles sont au cœur des décisions que nous prenons. Et qu'est-ce qui va se passer alors, du coup ? D'abord, il va y avoir dimanche matin des plaques qui seront 6 plaques qui seront inaugurées sur les différents lieux des attentats, qui seront inaugurées avec les victimes, évidemment, en présence du président de la République et du Premier ministre, et je serai évidemment à leur côté. Ça sera très sobre, c'est-à-dire qu'avec la maire de Paris, il y aura le dépôt d'une gerbe, pas de discours, et quelque chose de très très sobre. Pourquoi très sobre, vous insistez là-dessus ? Parce qu'il ne faut pas donner le sentiment qu'il y ait une forme de récupération d'un drame comme celui-ci, c'est ça l'idée ? C'est parce que c'est la demande des victimes. Et qu'on a vraiment à cœur de considérer et de faire que c'est pour les victimes. Donc ça doit correspondre à ce qu'elles attendent. Est-ce que c'est pour les victimes, ça on l'a compris, et bien évidemment, j'ai envie de vous dire, mais pour le pays aussi, il y a eu un traumatisme national après le 13 novembre. Vous dites qu'il n'y aura pas de discours. À un moment donné, pourquoi ? Parce que ça ne sert plus à rien, les discours ? Non, parce que le temps du discours n'est pas celui du 13 novembre. Il y a eu déjà le 19 septembre, comme vous vous souvenez, une commémoration pour l'année passée. Et puis, je crois que le sens... Bien sûr, les discours politiques, c'est important. Mais le sens, c'est aussi de se souvenir et que chacun
puisse vivre et chaque victime puisse vivre cette cérémonie en fonction aussi de ce qu'elle a vécu. Il n'y a pas que ce que je vous ai indiqué sur le dévoilement des plaques le dimanche matin. Il va y avoir le dimanche après-midi une autre cérémonie organisée par l'une des associations qui s'appelle Life for Paris sur le parvis de la mairie du 11e. Et puis il y aura un temps de travail auquel je participerai sur la question de la résilience, de la reconstruction, où avec Life for Paris également, nous réfléchirons à cette question de comment on se reconstruit sur le plan psychologique après un tel traumatisme. Vous parliez de traumatisme, c'est aussi ça le 13 novembre. Est-ce que vous aurez une attention particulière pour ceux qui sont encore hospitalisés un an après? D'ailleurs, combien sont-ils? Il y a aujourd'hui une vingtaine de personnes qui sont encore hospitalisées. Sur ces 20, il y en a 11 qui sont ce qu'on appelle en hôpital de jour, c'est-à-dire qu'ils ne dorment pas à l'hôpital, mais qu'ils viennent effectuer des soins. 9 qui sont encore à temps plein. Et puis, n'oublions surtout pas, ça ce sont des blessés physiques, qu'il y a aujourd'hui 600 personnes qui sont encore suivies pour des troubles psychologiques. Et j'insiste, les troubles psychologiques sont profonds et sont parfois invisibles, mais produisent des conséquences en termes de santé dramatiques. C'est ce qu'on appelle le psychotrauma. Il ne faut surtout pas le négliger. L'idée qu'un an après le 13 novembre, il y a encore 600 personnes qui consultent dans les services hospitaliers pour ces troubles et ces troubles post-traumatiques, c'est réellement significatif. Se pose justement la question de comment indemniser les victimes. Après la publication du livre blanc de 170 avocats de victimes, vous êtes prononcé pour la reconnaissance du préjudice d'angoisse et d'attente. On peut être victime parce qu'on a attendu des nouvelles d'un proche. Oui, mais il y a l'angoisse aussi, que vous ne mentionnez pas, qui est essentielle. L'angoisse, c'est quand vous êtes face au tueur, qu'il vous pointe son fusil sur la tempe, ce qui est le cas. J'ai entendu des témoignages saisissants de personnes qui ont cru qu'elles allaient mourir, c'est-à-dire qu'on voit la mort en face, certaines sont décédées et elles méritent d'être, leurs ayants droit méritent d'être indemnisés à ce titre. Et ceux qui ne sont pas morts et qui heureusement sont vivants vous racontent aujourd'hui, et c'est saisissant, comment ils ont percuté la mort. C'est ce qu'ils décrivent. Les spécialistes de psychotrauma vous disent que dans votre existence, si un jour vous êtes face à l'idée que vous allez mourir, ça produit une mécanique psychologique qui peut générer ensuite des troubles physiologiques durables et profonds. Et eux se considèrent aujourd'hui comme des victimes. Ce sont des victimes, bien sûr, ce sont des victimes. Alors, pour ceux qui en font la demande, naturellement, certains ont été menacés de mort et ont l'impression que tout va bien. Et pour certains, tout va bien, et tant mieux. Pour d'autres, il faut entendre ce qu'elles vous disent et savoir que le choc post-traumatique peut se révéler plusieurs mois après la survenance des faits. Est-ce que ça veut dire qu'il faut en venir à une forme de barémisation de l'indemnisation des victimes? Certainement pas. Pour une raison simple. En France, nous indemnisons le préjudice intégralement. Le préjudice, ça veut dire quoi? C'est ce que vous avez subi, c'est le dommage. Par exemple, vous avez été menacé par un tueur. Vous n'avez pas de blessure physique, mais vous êtes choqué. Et puis, vous rentrez chez vous. Et un mois après, vous n'avez rien. 2 mois après, vous vous réveillez la nuit, vous n'arrivez plus à dormir. Vous n'arrivez plus à travailler. Vous ne mangez plus. J'en ai entendu des dizaines des cas comme ça. Vous êtes en état de choc post-traumatique. Vous devez donc être indemnisé intégralement pour votre préjudice. Mais le préjudice n'est pas le même en fonction des personnes. Il y a des personnes que ça choque un peu, d'autres beaucoup, et d'autres enfin pour lesquelles c'est beaucoup plus important. Quand vous êtes blessé, prenons le cas d'un blessé, puisque c'est aussi ça le sujet, vous perdez une jambe, hélas, il y en a. Si vous êtes coureur cycliste, le préjudice sera bien plus important que si vous êtes, par exemple, violoniste. Donc, je dis ça pourquoi? Pour dire que l'indemnisation du préjudice est fonction de chacun et qu'on ne remettra pas en cause en France l'indemnisation intégrale du préjudice. Un an après, est-ce que toutes les familles de victimes ont été indemnisées ou est-ce qu'il y a encore des contentieux? Aujourd'hui, il y a 1774 victimes directes et il y a 2800 dossiers de demande d'indemnisation qui ont été déposés devant le fonds FGTI qui indemnise. Sur ces 2800 dossiers, 90% ont déjà reçu des débuts d'indemnisation et certains, 280, des règlements définitifs. Si je vous raconte tout ça, c'est pour vous dire que l'indemnisation, c'est long, ça prend du temps. Pas à cause du FGTI, non, pour une raison très simple. C'est qu'on ne peut pas vous indemniser si vous n'avez pas terminé de cicatriser. Si vous avez une blessure physique et qu'on veut vous indemniser, il faut qu'on sache quel est votre préjudice, c'est-à-dire si vous allez pouvoir retrouver l'usage, par exemple, de votre bras ou pas. Et pour le savoir, il faut du temps.
vouliez mettre en place un service public pour les victimes. Oui, ça, c'est ce que nous sommes en train de faire. C'est ce que vous êtes en train de faire. Nous avons mis en place, par exemple, nous simplifions les formalités, puis nous accompagnons chacun, c'est ça qui est important, nous accompagnons chacun dans sa reconstruction, en l'aidant à trouver un logement, en l'aidant à faire respecter ses droits, à avoir sa carte d'invalidité, à retrouver un emploi et à être indemnisé. Après la peine, est-ce qu'il y a la colère, parfois, dans les victimes que vous rencontrez? Est-ce qu'il y a de l'amertume chez certains? Est-ce qu'il y a la volonté de comprendre? Il y a certains livres qui sortent en ce moment, notamment le livre de Philippe Cohen-Grillet, qui démontre, au fond, que la justice était au courant des menaces qui pesaient sur le Bataclan. Dès 2009, ce livre s'appelle « Nos années de plomb du Caire au Bataclan, autopsie d'un désastre ». Quand ils arrivent avec des thèses comme celle-ci, est-ce que vous sentez cette colère? Est-ce qu'ils viennent vous voir en vous disant est-ce que vous avez suffisamment anticipé? Est-ce qu'on a tout fait pour éviter le Bataclan ou les attentats du 13 novembre plus généralement? Après un tel drame, et je pense à Nice notamment, oui, bien sûr qu'il y a de la colère. Mais il y a de la colère pourquoi? Parce que c'est insupportable, parce que la douleur est insupportable. Et que quand on est dans ces situations, vous avez perdu un enfant, vous avez perdu une mère, vous avez perdu un père, vous avez deux solutions. Vous êtes totalement anéanti par la peine, et puis certains sont en colère. Mais attention, moi j'encourage vraiment chacun à être très prudent et très responsable. Parce que dire, en réalité, on aurait pu faire autrement. Quand vous venez de perdre, quand vous venez de perdre un enfant et que quelqu'un vient vous dire « Ah bah vous savez, on aurait pu éviter sa mort », moi je vous dis, ça produit une chose, du désespoir. Ça rajoute de la douleur. Ça veut dire que ces enquêtes-là ne servent à rien, c'est ça que vous voulez dire? Non, c'est pas ça que je dis. Je dis qu'il faut être très prudent. Je dis que personne ne sait. Je dis qu'avec des si, on aurait pu mettre Paris en bouteille. Et je dis surtout que attention à ne pas rajouter de la douleur à la douleur. Ça ne sert à rien d'aller dire aux victimes, vous savez, en fait, votre enfant, il aurait pu ne pas mourir. Un mot sur le Bataclan. La musique sera de retour au Bataclan. Vous y serez peut-être, d'ailleurs, samedi au concert de Sting. Vous y serez? C'est pour l'instant un sujet sur lequel à l'étude, mais vous savez, surtout pour une raison très très simple, c'est que je crois que c'est vraiment un moment aussi qui doit être dédié aux victimes, et elles souhaitent que la musique revienne. C'est ce qu'elles nous disent. C'est-à-dire qu'elles veulent que la vie revienne. Elles veulent que la vie continue, et c'est aussi pour ça que nous faisons tout ce qu'il faut pour que les cérémonies se passent conformément à leurs souhaits. Vous appréhendez de retourner là-bas ou pas? Si vous y allez, forcément un peu. Forcément un peu, c'est un moment difficile et en même temps, je crois qu'il faut que la vie recommence. Merci beaucoup, Merci à vous. Méadel. C'est à vous, William. D'accord. Oh là 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 là. Bon, pour ceux qui habitaient la planète Mars, je vous signale qu'aujourd'hui, les Américains vont voter pour élire leur nouveau présidente. On verra ça demain matin, puisqu'il y a une émission spéciale dans Télématin. Mais alors, on va juste avec Anissa Arfaoui, qui s'intéresse à la télévision, au-delà de nos frontières, s'intéresser précisément à cette campagne, à la télévision, pendant, c'était la dernière année, quoi. Oui, une bonne dernière année. Ça a vampirisé tout ce que l'Amérique faisait au même moment, sur le plan télévisuel. Et je trouve que les médias américains ont une façon bien à eux de traiter la politique. Ça n'a rien à voir avec ce qui se passe chez nous. Ça n'a absolument rien à voir avec ce qui se passe chez nous. Effectivement, ils sont très différents. Et quelle est leur spécificité? Eh bien, leur particularité, les médias américains, eh bien, c'est d'être partisans. C'est de prendre parti et d'afficher très clairement, très ouvertement chacune de leurs opinions politiques. Maintenant, soyons clairs. C'est-à-dire, ne soyons pas hypocrite. En France, nous avons quelques tendances, si vous voulez, quelques journaux de presse écrite ou quelques chaînes de télévision sont réputés avoir quelques couleurs. Mais la différence... Non, mais les journaux de la presse écrite en France, c'est affiché. Les chaînes de télévision, c'est plus ou moins dit. Alors, c'est plus ou moins dit, mais après, il y a autre chose. C'est-à-dire que si vous avez une couleur, on va dire, globale, les journalistes, en ce qui les concerne, ne peuvent en aucun cas s'exprimer comme le font les journalistes américains. Les journalistes américains vont mener une campagne pro ou anti-candidat, une campagne qui va être subjective et va attaquer directement la personne. Ouais. Nous, les journalistes français, ne peuvent pas se permettre ça. Ils restent dans les clous. Pourquoi? Parce que nous avons des institutions, nous avons des lois et nous avons une déontologie qui nous oblige à respecter une neutralité au maximum, même s'il y a un courant global connu de près ou de loin concernant le groupe audiovisuel. Alors, s'il n'en est pas de même aux États-Unis, plusieurs questions se posent. Et la première, c'est depuis quand en est-il ainsi? Alors, pour éclairer notre lanterne, nous avons rencontré Jim Bitterman, qui est le correspondant historique de CNN International, basé à Paris. Il a répondu à nos questions. Trump, Clinton, from the primaries to the conventions. I accept your nomination. I
I accept your nomination. Aux États-Unis, la guerre ne se joue pas seulement entre les candidats démocrates et conservateurs. Cette lutte se joue aussi entre les médias, une spécificité américaine, des chaînes partisanes. C'était assurément plus neutre avant, il y a 20 ou 30 ans. Mais lorsque la chaîne Fox est entrée en scène, ça a beaucoup changé les choses. Ils ont une dynamique clairement marquée à droite, positionnée sur les candidats de droite. Jusque-là, la déontologie des chaînes télé était très stricte. Nous ne pouvions pas avoir d'opinion. Mais certaines chaînes comme la Fox y ont dérogé. Du coup, pour contrebalancer, sont arrivées des chaînes comme la MSNBC en réaction à la Fox. Et cela a changé le paysage audiovisuel sur plusieurs aspects. I got the chance to meet the people who are working so hard to get her elected. There they are. The heads of NBC, CBS, ABC, there's the New York Times right over there, and the Washington Post. En France, un traitement médiatique égal pour tous les candidats est rigoureusement surveillé par le CSA. En est-il de même aux USA? Où le temps de parole de chaque candidat est compté? Non, rien de tout ça n'existe. C'est aux candidats eux-mêmes de se débrouiller pour passer à l'antenne. Et si vous jetez un œil à la couverture médiatique des candidats, vous verrez, c'est très déséquilibré. Particulièrement cette année, Monsieur Trump a fait tellement de sorties remarquées que les infos n'avaient d'autre choix que de se concentrer sur ce qu'il disait, ce qui a donné une visibilité moindre pour Hillary. I get criticized because I have lots of plans. I know, I hear it all the time. There she goes with another plan. Les candidats doivent trouver le moyen d'attirer l'attention, sinon personne n'entendra parler d'eux. Le risque, en privilégiant un candidat plus qu'un autre, n'est-il pas de manipuler l'esprit du téléspectateur? Je pense que c'est un peu exagéré de parler de l'impact que les médias peuvent avoir. Je crois plutôt que les gens regardent la télévision et consultent les réseaux sociaux qui soutiennent leurs opinions, qui fondamentalement renforcent leurs convictions. Ils vont là où ils peuvent trouver le type de propos qu'ils souhaitent entendre. Une habitude peut-être vieillissante, c'est en tout cas ce que semblent prédire les dernières audiences. Ce qui s'est passé aux États-Unis cette année, c'est que l'audience de la chaîne CNN a atteint des records. Je pense qu'une des raisons de ce succès, c'est notre neutralité. Nous ne prenons pas position et les gens qui souhaitent trouver un traitement médiatique sans parti pris viennent sur notre antenne. Voilà, ça se passe comme ça, in USA. Merci beaucoup. Demain, je vous le répète, une émission spéciale donc de 3 heures, durant laquelle nous reviendrons sur les résultats, bien sûr, de la nuit, sur les temps forts, et puis pour la partie journaux. Et puis vous allez retrouver également toutes nos rubriques habituelles. Par exemple, cette rubrique média qui s'intéresse pour l'occasion exclusivement aux États-Unis, vous l'avez compris. On parlera d'histoire, on parlera même de musique, avec une musique que les candidats écoutaient pendant toute la campagne. Vous ne le saviez peut-être pas, mais on vous le donnera, de littérature, de pub, etc. Bref, demain, c'est un TV morning, comme ils disent là-bas, que je vous conseille de ne pas rater. Merci beaucoup. Merci à vous. Voici maintenant Valérie Maurice qui va vous parler de l'hiver. Pour n'importe où, pour un sourire, ou rien du tout, partir, quitter ce qu'on aime. C'est joli, hein? C'est très beau. Alice Donna. Très joli. Mais c'est pas une surprise. Avec Laura du Web, on va s'intéresser maintenant à un lieu d'accueil. Alors, vous me disiez qu'il était unique en France. Alors, c'est destiné à qui? C'est destiné aux femmes victimes de violences, mais ce lieu est assez atypique par rapport à ce qui existe déjà, puisqu'il va regrouper à la fois une aide première médicale dont on a besoin, mais pas uniquement. Il va aussi s'occuper de la femme après, pour l'aide juridique, pour lui trouver des vêtements, pour la reloger. Donc en fait, c'est tout en un. Et au lieu de laisser la femme justement dans un seul institut, puis après se dépêcher d'aller dans un autre endroit pour trouver un avocat, puis dans un autre endroit pour trouver un logement, la prend en charge tout est au même endroit et pris en charge au même moment. Et l'originalité aussi de cet institut et de cette association, c'est qu'il a été cofondé par un homme et une femme. Et c'est important d'avoir aussi la vision d'un homme qu'on met souvent à l'écart dans ces sujets-là. Là, c'est une femme évidemment qui a fondé cette association, mais avec l'aide d'un chirurgien qui est spécialiste dans les réparations des mutilations sexuelles. Donc, ils vont ensemble
cofondé cette association, mais essayez aussi, puisque c'est le but de cette chronique, d'en faire d'autres. Parce que le but de notre chronique, c'est de dire, voilà, ça existe, vous êtes une ville, vous avez envie de faire la même chose et de rendre le même service aux femmes victimes de violences. On peut dupliquer. On peut dupliquer, c'est tout l'intérêt. Je suis allée les rencontrer tous les deux. Bonjour Frédéric. Bonjour. Vous avez créé un dispositif assez original qui vient en aide aux femmes qui ont subi des violences et qui se démarque un peu de ce qui existait jusqu'à présent. Est-ce que vous pouvez nous expliquer à quoi ça sert ? Alors oui, effectivement, c'est un lieu pluridisciplinaire qui réunit un certain nombre de professionnels qui effectivement sont indispensables dans la prise en charge des femmes victimes de violences. C'est un lieu qui reçoit toutes les femmes de toute origine, de toute forme de violence. Qu'est-ce qui existait jusqu'à présent et qu'est-ce que vous avez révolutionné finalement ? Alors on a mis en un même lieu des professionnels qui œuvrent autour de la femme et qui permet à la femme de ne pas être en errance dans son parcours de prise en charge des violences. Il y a donc une infirmière d'accueil, un médecin, un psychologue, un conseil juridique et aujourd'hui on a ouvert une permanence aussi sur les avocats qui sont présents dans l'Institut et qui permettent effectivement d'amorcer la partie un peu plus juridique. Comment vous avez eu l'idée de monter cette association ? Vous l'avez montée seule ? Alors, je ne l'ai pas montée seule. On a voulu symboliquement réunir un homme et une femme sur un projet de lutte contre les violences faites aux femmes, parce que c'est important de dire que c'est un problème de société, un des plus grands problèmes de santé publique aujourd'hui, et que ce symbole était important. C'est une lutte de la société pour que tout ça s'arrête, pour que la violence s'arrête. En tant qu'homme, qu'est-ce qui vous a poussé à cofonder cette association ? Moi, j'étais un homme immergé dans les violences, puisqu'en tant que chirurgien, je m'occupais depuis de très nombreuses années de violences faites aux femmes. Mais c'est la rencontre avec Frédéric qui m'a fait voir que je ne pouvais pas rester tout seul dans mon bloc opératoire et que c'était un problème tellement central dans la société, tellement maltraité, qu'il fallait qu'on le traite à deux. Et il n'y a que l'addition d'une femme et d'un homme qui peut tenter de résoudre ce genre de problème. Combien de femmes vous pouvez accueillir aujourd'hui ? Alors, on a ouvert en 2014. Aujourd'hui, on a accueilli plus de 880 femmes qui sont incluses dans notre dispositif et qui sont en prise en charge depuis à peu près un an et demi. Votre objectif aujourd'hui, c'est de dupliquer ces centres dans le reste de la France ? Oui, parce que c'est un dispositif qui a fait ses preuves et qui a permis à un quart des femmes de sortir du cycle de la violence. Merci Frédéric. Merci Laura. Il y a un site internet. On a un numéro de téléphone, on l'a aperçu un peu rapidement, non ? C'est pour ça, c'est le numéro de téléphone pour les violences faites aux femmes, mais ensuite, il y a un site internet pour l'Institut en santé génétique, ils ont leur site internet. Donc l'idée, c'est quand même, voilà, vous avez vu, ils sont absolument géniaux, ils forment un tandem de choc, c'est aider-les à faire la même chose ailleurs, partout en France. Merci beaucoup, Laura. Allez. Sous mon bras, I went to the market, mon petit panier sous mon bras. The first girl I met, c'est la fille d'un avocat. I love you. Vous ne m'entendez guère, I love you. Vous ne m'entendez pas. Et oui, on a tourné hier. Dans ce bloc-notes, bonjour. Dans ce bloc-notes, on va démarrer avec l'actualité des publicités étrangères. On traite ça chez nous, figurez-vous. Et cette semaine, le thème choisi par Thomas Hervé, c'est la science. C'est-à-dire, ce sont des produits qui ont un rapport avec la science ou c'est des thèmes scientifiques pour vendre un produit ? Non, non, surtout pas. Il n'y a pas de produit parce que le principe, c'est qu'au départ, les Canadiens ont imaginé ce musée qui serait totalement gratuit, voilà, qui serait fait par des bénévoles et qui vous permettrait d'aller à l'intérieur faire des expériences scientifiques. Nous, on connaît ça avec le Palais de la Découverte à Paris. Donc ou on le va musée parler des d'un sciences. musée canadien. Voilà. D'accord. Et ce musée canadien, qui est justement complètement bénévole, eh ben, il a besoin de faire parler de lui, il a besoin éventuellement de récolter des financements. Des Bref, fonds, oui, il a bien besoin sûr. de faire de la publicité. d'accord. Ça, c'est quelque chose que nous, on n'est pas encore très habitués. Certains musées commencent un peu à se dire que ce serait bien aussi qu'ils fassent de la publicité. On a entendu les chiffres concernant le tourisme en France. On s'est dit, tiens, peut-être que ce serait bien de faire de la publicité. Eh bien, au Canada... Encore faut-il avoir les moyens. Encore faut-il avoir les moyens, mais vous allez voir, l'idée c'est de prendre justement une mise en scène assez simple, on n'est pas là pour faire Hollywood, etc. Mais quand même, c'est de faire venir les gens à la science. Alors comment ? Eh bien tout simplement avec ce pari, à chaque spot pour ce musée, vous allez apprendre quelque chose sur la science, quelque chose que vous ne saviez pas, quelque chose sur une information. Voilà. Alors là, vous allez voir, on va commencer déjà par vous réveiller un petit peu, vous choquer un petit peu. Just a moth. I hope we find something interesting.
Hey, wow. That's a Coleoptera caradidea. I can tell by the claws. Nope, I'm wrong. The way it's chewing like that, that's definitely from the family Plecoptera. Well, maybe it's new. I think it might be pregnant. Donc si vous ne saviez pas les différences entre les différents coléoptères, vous pouvez aller au musée, vous allez le découvrir. Évidemment, à chaque fois, vous avez des expositions temporaires sur tel sujet. Alors là, c'est des coléoptères, etc. À un moment donné, ils ont une exposition sur les virus, sur les microbes, sur la grippe, etc. Ils se disent, ça va être très difficile à mettre en scène. Parce que comment est-ce qu'on peut rendre ça un petit peu agréable, un petit peu attrayant pour les gens, pour leur faire parler de microbes, de bactéries, de virus, a priori. On n'y arrivera jamais, quoi. Voilà, c'est des gros plans de trucs avec des boules, des sphères. Enfin, c'est pas très sexy. Eh ben, ils ont trouvé une idée. Ah, Ted, perfect timing. You remember Annette? Of course. And you must be Jeffries. This is Linda from accounting. Linda. Ted, you old dog. How's that golf game? Good. So, it doesn't really seem like a Tuesday, does it? Voilà. Et en plus, c'est pédagogique. Parce que c'est vrai, ce qu'ils viennent de dire. À la précédente, c'était un crime, quand même, parce qu'il allait mourir, l'autre. Il n'était pas très bien, on va dire, l'entomologiste. Mais là, ce qui est marrant, c'est que vous avez appris quelque chose. Vous qui nous regardez, sachez-le, hein, quand vous vous serrez la main, vous avez beaucoup plus de chances, en fait, de transmettre les microbes et les virus que lorsque vous faites juste une petite bise sur la joue. Plus qu'une petite bise. Oui, là, c'est vrai que c'était. Bon, après, il pousse un petit peu. Là, c'était quand même se rincer la bouche, hein, oui, bon, monsieur, la dame. Le principe, c'est que c'est américain. Et vous allez voir. C'est américain, c'est canadien. C'est les Canadiens. C'est pas nos cousins québécois. Ouais, enfin, vous allez voir. Généralement, ils aiment bien vous choquer un petit peu. Dernière image, vous allez voir, là, il faut y aller. Hein. Voilà, maintenant vous savez. Et voilà, c'est avec cette signature, maintenant vous savez, et comme ça que vous avez l'information et que vous pouvez aller ensuite au musée pour avoir des détails. Ils peuvent. Voilà, ils peuvent, incroyable. Oui, non, c'est pas garanti. Vous imaginez ça en France? Mais non, mais cela dit, pourquoi pas? Parce que vous avez vu le budget de production. Celle du milieu, la deuxième, oui. La troisième, je suis pas sûr, la première. Mais vous avez vu, les budgets de production sont finalement, à chaque fois, c'est intime, c'est complètement réalisable. Donc moi, je dis si, au contraire. C'est le thème. J'invite les musées français à s'inspirer de nos cousins canadiens. Voilà. Chiche. Pour faire la même chose. Chiche. Alors, en France, hein, c'est débat pendant une semaine. Minimum. Oui, minimum. Mais au moins, on pourra parler des musées. Merci beaucoup. Là, vous allez entendre Mel Gibson qui s'adresse précisément à Télématin. C'est notre correspondant en Californie qui a interviewé cet acteur, metteur en scène pour son nouveau film. Et il dresse dans ce film-là le portrait d'un héros méconnu de la Seconde Guerre mondiale et son réalisateur. Et c'est un retour de Mel Gibson derrière la caméra. Alors, on dit pas mal de bien de ce film-là, et notamment qu'il pourrait être dans la liste des favoris aux Oscars. En attendant, écoutez-le. Tu ne tueras point, Hacksaw Ridge en anglais, est le nouveau film de Mel Gibson. Après 10 ans d'absence, Mel est de retour en tant que réalisateur et il porte une barbe de prophète. First, bonjour. Bonjour. Son dernier film est basé sur une histoire vraie, celle d'un objecteur de conscience qui s'engage dans l'armée comme infirmier pendant la Deuxième Guerre mondiale et devient un héros sans avoir à tirer une seule fois. Un sujet auquel tenait Mel Gibson, et ce, pour maintes raisons. Begin with a very inspirational story of a man who really existed, who had faith and conviction that he was prepared to stand by, even in the most horrendous circumstances. You're like gum on a shoe, ain't you? Give me this. It's a bit late for target practice now, don't you think? Desmond Doss, c'est le nom du héros joué par Andrew Garfield, voulait en effet servir son pays, mais sans avoir à tuer quiconque. Une conviction qui, en fin de compte, lors de la bataille d'Okinawa dans le Pacifique, lui permettra de sauver la vie de dizaines de ses camarades, en récupérant les blessés, alors que les soldats battaient en retraite. Yeah. Let's go.
I don't see it as a war film. I see it as a love story, even in the war, you know, because that's what that guy had to give, was beyond the conflict of war, and it was just brotherly love. Le film sera entièrement tourné en Australie, là où Mel Gibson a grandi. Il a tenu à apporter beaucoup de réalisme aux scènes de bataille en utilisant très peu d'effets spéciaux et en adoptant une logique de clarté. With all battle scenes, you have to be clear. I think the first thing you have to do is maintain clarity in what's happening, almost like a sporting event. And then within that framework, let the chaos fly. Et pour ce qui est du chaos, le spectateur en a pour son argent. Les scènes de bataille vous mettent au cœur de l'action et permettent d'apprécier encore plus la bravoure du soldat d'os, un modèle de courage, tout en refusant l'utilisation des armes. That's a pretty powerful statement. It's the answer. If everybody was like that, there would be no wars. Tu ne tueras point est un des films les plus accomplis de Mel Gibson. Très remarqué à la Mostra de Venise, il va sans nul doute continuer de remporter des récompenses et ramener Mel Gibson dans la sphère d'appréciation qu'il avait un moment quittée. Welcome back. Voilà, il l'avait quitté à une époque, et pas sous les applaudissements de la foule d'ailleurs. Ouais. C'était plutôt, ouais, pas terrible, mais ben voilà le retour. Avec... Ce matin, avec Sylvie Adiga, on va évoquer l'un des pères du design industriel français, dans le monde aussi d'ailleurs. Ouais, c'est Roger Talon. Pourquoi on parle de lui aujourd'hui ? On parle de lui parce qu'il a une grande rétrospective au Musée des Arts Décoratifs de Paris. Et vous disiez, William, père du design industriel français. C'est-à-dire que tous ceux qui se revendiquent aujourd'hui de cette French Touch, vous savez, cette génération de designers français qui réussit en France et dans le monde, eh bien, je peux dire que ce sont les enfants spirituels de ce grand designer qui est né en 1929, qui est décédé en 2011 et qui a légué à ce musée, au Musée des Arts Décoratifs, sa collection. Et alors, du coup, mais c'est hallucinant tout ce qu'il a fait. C'est-à-dire que quand je dis que c'est le père spirituel, c'est parce qu'aujourd'hui, quand je vous parle des designers de la génération... Ce téléviseur, c'est lui qui a dessiné ça. C'est lui qui a dessiné ça. Quand je vous parle des générations d'aujourd'hui, je vous dis, ils sont protéiformes. C'est-à-dire qu'ils savent aussi bien faire une télévision qu'un siège, aussi décorer un restaurant. Parce que c'est ce que faisait Talon. Et en plus, Talon s'est associé aussi à travailler à une époque avec Pierre Paulin. Vous savez, autre grand designer de cette époque-là. Dont on voit les œuvres à l'Élysée. Dont on voit les œuvres à l'Élysée, exactement. Voilà. Roger Talon, dans cette exposition, vraiment, tout le monde peut s'y retrouver. On peut y aller avec les enfants. Du coup, on apprend qu'il a fait des tubes pour la crème solaire, qu'il a travaillé avec César, parce qu'il a aussi travaillé sur du design artistique. Il est partout. Et je me suis vraiment focalisée sur une partie de son travail qui est pareil, ultra importante parce qu'elle a ouvert la voie du design, notamment à la SNCF et à la RATP. Parce que Roger Talon a dessiné le Corail, a dessiné le TGV Duplex, a travaillé sur l'Eurostar. Et aujourd'hui, tout ce qu'il y a en design dans cette société, eh bien, vient de Roger Talon. Et il a donné une impulsion, il a créé le mouvement. Regardez. Roger Talon nous a donné en 2008 la totalité de ses archives et donc c'était une évidence pour nous qu'on devait utiliser ces archives pour faire une rétrospective de celui qui est le pionnier du design industriel en France. On a surtout essayé de mettre en avant le design industriel qui va de la télévision aux machines-outils en passant par des prises électriques et puis on a réservé 3 salles au transport, puisque le transport, et en particulier le transport collectif, le transport ferroviaire, l'a occupé pendant plus de 40 ans à partir de 1970. Sa première réalisation avec la SNCF, c'est le train Corail, donc en 1974. La SNCF voulait un toilettage des trains existants. Et Talon va répondre avec un projet beaucoup plus ample, beaucoup plus complexe, où il imagine pas seulement un simple toilettage, mais une proposition globale. Donc il va dessiner évidemment tout l'intérieur du train. On n'aura plus les compartiments, on aura une allée unique
et puis un train très confortable par son siège. Il va imaginer une nouvelle signalétique, il va imaginer aussi l'extérieur du train pour le rendre très compréhensible. Talon, qui a vraiment fait ses preuves dans ce type de matériel, va à ce moment travailler sur le TGV Atlantique, le TGV Duplex, l'Eurostar et travailler en même temps pour d'autres entreprises comme la RATP, pour lequel il va faire le funiculaire de Montmartre, pour lequel il va faire les voitures de la ligne M14 et beaucoup d'autres projets qui ne sont pas tous réalisés. La grande innovation de Talon, c'est d'aller là où les autres ne vont pas. La plupart des créateurs de l'époque qui lui sont contemporains ont été formés beaucoup plus dans des écoles comme l'école des arts décoratifs, comme l'école Boulle. Lui a une formation d'ingénieur et du coup il va aller dans le monde industriel. Et ça, c'est un apport fondamental qui perdure encore aujourd'hui puisque beaucoup de designers maintenant vont dans cette voie-là, mais cette voie-là, c'est vraiment Roger Talon qui l'a ouverte au monde du design. L'escalier, vous l'avez vu là, l'escalier en métal. Non mais l'escalier, célèbre. Si je pouvais me l'acheter, mais ça Ah serait oui, ça se vend formidable. tel quel, une fortune. Ça se vend, il y a des éditions aujourd'hui et rééditées et il y a ceux de l'époque. Alors, je voulais juste faire une petite parenthèse, enfin une grande parenthèse d'ailleurs, parce que il y a une très belle opération qui est lancée par la Nuit de la Déco. La Nuit de la Déco, c'est un événement national qui est dans des boutiques de déco partout en France. Ça sera le 17, 18, 19 novembre prochain. Et ils se sont associés avec l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque. Ah oui. Ils ont créé ce petit cœur, voilà, qu'on pourra mettre dans le sapin. Et ce petit cœur vendu, tous les profits seront reversés à l'association. Pareil, petit pins là. Pour cette association, donc Mécénat Chirurgie Cardiaque. Ça aide les enfants à avoir un cœur tout neuf, c'est ça? Il y a un bateau qui court dans le Vendée Globe. Oui, voilà. Une petite fille, là. C'est une très très belle opération et c'est une belle opération avec la Nuit de la Déco. Nuit de la Déco 17, 18, 19 novembre prochain. Merci beaucoup. Et on commence par... Alléluia, William. Alléluia. Oui, pourquoi? l'humanité et Bernard Arnault sont réconciliés. Les porte-drapeaux du communisme et le symbole du capitalisme, main dans la main, ils se sont découverts une passion commune, un terrain d'entente, une sorte de no war zone. L'incroyable collection Choukine a réussi ce miracle. Elle est à la fondation Vuitton et alors l'humanité adore. Hein. Je rappelle qu'il y a Picasso, Matisse, Courbet, Monet, Derain, parce que le collectionneur etc. est russe. Oui, mais il n'était pas forcément très proche de ceux qui ont fait la Révolution. Hein. En tout cas, l'humanité écrit que devant ses œuvres, on a une sensation rare. On voit des tableaux qui ont été partout reproduits, qui sont emblématiques, qui ont façonné la sensibilité moderne à l'art, sans même qu'on en soit conscient. Donc tout ça est vrai. Donc une vraie lettre d'amour. Et puis alors, dernier paragraphe, patatras. Je lis l'humanité. Vous dites patatras, vous? Oui, il ne faut pas le dire le S, comme patatras. Carpentras, Carpentras ou c'est le patatras du Sud, en fait. Et pourquoi je dis patatras ou patatras? Parce que dernier paragraphe du papier de l'humanité, au-delà de l'exposition, il faut s'interroger sur les moyens considérables de telles fondations privées, capables de mettre sur pied de telles expos. Quelle place pour nos grands musées? Que peuvent les musées de nos grandes villes et les plus modestes de nos régions, etc., etc. En fait, à la fin, il y a une petite critique en creux des moyens dont dispose Bernard Arnault pour faire... des moyens pour faire ça, plutôt pas mal. Oui, effectivement. Donc voilà. Le problème, c'est que c'est une maladie française, tout est politique. Hein. Un coup, c'est la gauche, un coup, c'est la droite, mais tout devient politique à chaque fois. Cela dit, l'expo, allez-y. Hein. Ah oui. Les yeux fermés. On l'a montré et remontré, on va continuer. Voilà. Il faut y aller les yeux fermés et les ouvrir une fois qu'on est sur place. Alors, les enchères vont grimper après-demain à Londres. 400 œuvres d'art acquises par David Bowie, dispersées par Sotheby's. Je vous en ai parlé la semaine dernière. Les œuvres d'art ont été exposées pour que les gens se fassent une idée. Et évidemment, le record d'affluence a été battu. Alors, que peut-on acheter lors de cette vente aux enchères? Eh bien, par exemple, cette tête qui a un aspect si tourmenté avec de forts empattements, elle coûte quand même entre 400 et 600 000 euros. David Bowie l'a payé 20 fois moins. Elle est signée Frank Auerbach. C'est un artiste londonien, mais qui est né à Berlin. Oui, à gauche. D'accord.
Et Bowie disait qu'un face-à-face avec ce portrait pouvait magnifier la dépression qui le traversait. Ce portrait donne une dimension spirituelle à mon angoisse, disait-il. Alors vous avez en bas à gauche, ça va plaire à Sylvia Diga, les chaises Riviera. Elles datent de 1980, elles sont signées Michele De Lucchi, entre 650 et 850 euros. Qu'en pense un spécialiste? Ça va, ça les vaut? Bah oui, c'est une très belle pièce. Bien. Damien Hirtz. C'était un ami de David Bowie. Il a réalisé avec lui cette peinture que l'on voit sur le bord-titre qui va réapparaître. Voilà, en haut à droite, elle est verte, entre 3 et 400 000 euros quand même. Et puis en bas à droite, vous avez vu une petite étagère qui date de 80. Elle est signée Ettore Sottsass. Alors quand même, 3 500 à 6 000 euros, je ne dis pas que c'est donné. Mais bon, voilà, il y en a qui pourront se l'offrir. On découvre un Bowie amateur d'art à un degré que l'on ne soupçonnait pas. Il n'achetait pas forcément que les stars du marché. Et William, vous avez craqué sur l'étagère, j'ai l'impression. D'Ettore Sottsass, Oui. évidemment, pas assez connu, cet artiste italien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va s'intéresser maintenant au nouveau documentaire de Michael Moore. Vous savez, ce monsieur qui est assez iconoclaste, qui rentre dans l'art de tout ce qui bouge aux États-Unis, et notamment qui est puissant. Et Laura du Web a regardé ce documentaire et elle s'intéressait notamment au French bashing. French bashing, ça veut dire des campagnes anti-françaises qui sont développées dans certains pays, en Grande-Bretagne ou aux États-Unis. Et là, bonne surprise. Ah, c'est pour nous. Pour une fois, quelqu'un défend la France, un Américain défend la France. Le documentaire s'appelle Where to Invite Next, c'est-à-dire dans quel pays les États-Unis devraient envahir pour leur piquer leurs bonnes habitudes. Et Michael Moore est allé dans une cantine en Normandie, une cantine française d'une école publique. Il a été très surpris. Je vous montre un petit extrait, c'est un véritable délice. Lunchtime isn't just 20 minutes where you have to stuff your face as fast as you can. They consider lunch a class, a full hour where you learn how to eat in a civilized manner, enjoy healthy food, and serve each other. And yes, drink water. Lots of water. Water. They don't stand in a long line waiting for a bunch of slop on their plastic or styrofoam tray. Wow. Actual real China. Il n'en revient pas parce qu'aux États-Unis, tous les enfants. Pardon. Il n'en revient pas parce que dans les cantines américaines, les enfants mangent dans des gobelets en plastique, dans des assiettes en plastique et boivent des boissons, du cola. Non, ça s'appelle des sodas. Voilà, des sodas. Il y en a beaucoup aux États-Unis. Voilà. Et donc, il lutte contre ça. Il était très surpris de voir qu'en France, on mange bien. Et notamment, on fait de la bonne cuisine pour ces enfants-là. Merci beaucoup. Alors, tiens. Mouche posée sur sa bouche. Elle était nue, on aurait cru le bar. Yann va vous parler d'une usine qui fabrique des insectes ou qui produit des insectes. 30 milliards par an. 30 milliards par an. Alors, vous avez dit une alternative, c'est vrai. Ça peut être un complément avec les phytosanitaires. Il n'y a pas de guerre déclarée, mais c'est vrai que c'est plus biologique. 30 milliards. Alors, vous attendez pas non plus à avoir une fabrique, genre comme dans un poulailler, où ça vole de partout, etc., etc. Mais il faut savoir que, en tout cas, moi, je l'ai appris, la coccinelle dévore les pucerons, les punaises mangent les acariens, le trichogramme parasite les œufs de la pyrale qui ravage les buis, par exemple. Les paysans le savent très bien, les agriculteurs le savent très bien. Donc, eux, ce qu'ils veulent, c'est récupérer ces petits insectes en fonction de ce qu'ils cultivent, par exemple. Et puis, après, ils peuvent le combiner avec du phytosanitaire, mais c'est plus biologique de toute manière. Après, il faut bien sûr répandre ces insectes, ce qui est parfois d'ailleurs le plus compliqué. Ils sont encapsulés dans la fabrique pour que la capsule tombe et libère les petits insectes qui vont aller dans... Qui attaquent en commando. Exactement, exactement, qui attaquent. Alors en fait, on va dire la phrase type pour cette fabrique, c'est « on veut prendre dans la nature ce qui existe et ce qui est utile ». Donc on revient à quelque chose d'assez intéressant. Et ce qui, à l'époque, fonctionnait pas si mal que ça, il y a très longtemps. Très longtemps. Du moins, on savait que tel insecte allait lutter contre cet insecte-là. Donc on est allé dans cette usine, c'est dans la Drôme, dans cette fabrique plus exactement d'insectes, et vous allez voir comment on les élève, parce que la chaleur, l'humidité, tout est calculé, bien entendu, au millimètre. Ah il faut des athlètes.
Donc, dans cette biofabrique, nous allons élever des insectes bénéfiques aux cultures. Je vais donner plusieurs exemples, hein. Le plus connu étant la coccinelle, qui va servir à lutter contre les pucerons, que vous trouverez par exemple sur les rosiers, sur les fraisiers. Ces coccinelles pourront être utilisées soit sous forme de larves, soit sous forme adulte, en fonction de l'état de développement de la plante et des ravageurs. Autre exemple, le Macrolophus, qui est un petit insecte vert de la même famille que les punaises, va lui servir à lutter par exemple contre des ravageurs que vous trouverez sur les plants de tomates. Troisième exemple, le trichogramme, un nom barbare pour désigner un micro-insecte de la même famille que les guêpes, qui lui va servir à lutter tant contre les déravageurs du maïs, qu'on appelle la pyrale du maïs, pour lutter également contre un nouveau ravageur sur le buis, qui s'appelle la pyrale du buis. Dans cette fabrique, on élève des insectes qui vont servir à lutter contre le ravageur des cultures ou des plantes d'intérieur. Et avant cela, il va d'abord falloir que l'on élève d'autres insectes qui serviront à nourrir les insectes protecteurs des cultures. Donc ces insectes qui serviront de nourriture sont de petits papillons et on va récupérer les œufs de ces papillons que l'on va préparer et conditionner de façon à apporter tous les éléments nutritifs dont ont besoin nos insectes protecteurs des cultures. L'élevage d'insectes demande les mêmes attentions que pour les animaux domestiques. On leur apporte de la nourriture quotidiennement. On vérifie les conditions de température. Les insectes aiment bien se trouver entre 20 et 25 degrés pour un bon développement. On vérifie les conditions d'hygrométrie et il est important aussi de surveiller l'alternance jour-nuit pour leur assurer un meilleur développement. Pour qu'un insecte devienne utilisable, il faut compter entre 2, 4, voire 5 semaines de développement entre le stade œuf et le stade adulte. À la fin de leur élevage, les insectes seront conditionnés puis envoyés aux utilisateurs qui vont les appliquer dans leur champ à la main ou au moyen de drones ou du LM. Les insectes seront alors conditionnés dans des petites capsules qui contiendront elles-mêmes plusieurs milliers de trichogrammes, donc ces micro-insectes qui vont lutter contre la pyrale du maïs et permettre ainsi de limiter les dégâts occasionnés sur le maïs. Concernant les jardiniers amateurs, il suffit d'acheter ces produits soit dans la jardinerie, soit sur Internet. Une fois reçus chez vous, vous n'aurez plus qu'à les positionner sur vos lauriers pour lutter contre les pucerons, sur les rosiers et autres plantes d'agrément. Épandage pour les champs, mais vous pouvez l'acheter et le mettre autour de votre arbuste. Oui. Et les insectes vont sortir eux-mêmes et venir gagner Après, ils se débrouillent parce qu'ils vont vivre. Ah bah, ils vont vivre là. Ils développent une future micro-guêpe en ce moment qui luttera contre les ravageurs de la vigne. Dieu sait si ça fait des dégâts. Et puis un champignon capable de tuer des ravageurs et même de détruire les mauvaises herbes. Donc bon, voilà, c'est une fabrique qui travaille en permanence. Le drone, c'est le bombardier. Exact. Et les autres, on les envoie sur le... En parachute d'ailleurs, dans la petite capsule. Ils descendent dans la capsule. Et passent à l'attaque. Merci beaucoup.